second poteau, Pavard. Bonjour à tous et bienvenue dans En Première Intention, émission du vendredi 8 avril 2022. Et j'ai à ma gauche, pour changer, Aurélien, toujours là, mais finalement, tu es à ma gauche. Eh oui, comme quoi, hein, c'est bien, c'est un peu le dimanche. C'est le reflet de mon choix politique. Pour une fois, je serai plutôt à gauche pour ce dimanche, mais j'espère que ça va pas trop me perturber pour le quiz. Hein. C'est vraiment, tu sais... C'est vrai que la semaine dernière, on n'a pas pu faire le quiz. Il n'y a pas plus superstitieux qu'un footeux. Là, vous me collez à gauche. Franchement, si je perds, j'ai déjà mon excuse bidon. Parfait. Et à ma droite, je sais pas si ça reflète les choix politiques, mais c'est Amy qui est de retour. Comment ça, ton guide, David? Comment ça va, c'est Amy? Un plaisir de t'avoir encore dans cette émission. Merci, ça va. Alors, au programme aujourd'hui, les news extraordinaires, le top flop spécial des matchs de la Ligue des Champions qui se sont passés cette semaine, mardi et mercredi, un débat sur notamment la nouvelle réforme du fair play financier qui a été annoncée cette semaine par l'UEFA, et on va se demander si finalement, avec cette réforme, la Super League n'a-t-elle pas gagné? Est-ce que le futur du football est aussi sombre qu'il laisse paraître? On finira avec les matchs à voir du week-end et finalement le quiz qu'on n'a pas pu faire la semaine dernière. Je sais que ça vous titille un peu et on va pouvoir vous affronter à la fin de l'émission. On commence donc avec les news. Les news, on a parlé des choix de l'UEFA en préambule, et là on va parler de ceux de la FIFA. Chaque semaine réserve son lot de conneries du côté de la FIFA. Apparemment, selon la Corriere dello Sport, l'instance suprême du football mondial voudrait tout simplement faire passer de 90 minutes à 100 minutes la durée des matchs de la prochaine Coupe du Monde. L'argument avancé étant d'allonger le temps de jeu effectif. Où est-ce que ça va s'arrêter toutes ces conneries? C'est ça le problème, c'est qu'en fait ils parlent de temps de jeu d'effectif, notamment avec la VAR, mais au lieu d'essayer de réfléchir à une meilleure utilisation de la VAR, ou je pense à certains qui veulent tout simplement l'abroger. Ils préfèrent allonger le temps de jeu effectif, sachant que le temps de jeu effectif, par exemple, tu prends un Diego Simeone, il sait très bien comment casser le jeu, il sait comment faire des fautes toutes les 30 secondes, donc c'est parce qu'il prenait en compte, il me semble, le dernier Benfica-Ajax. Benfica-Ajax, oui, il y a eu 55 minutes de temps de jeu effectif. Voilà, et exactement. Après, derrière, pour moi, ça ne changera rien. Peut-être que c'est faire 100 minutes, comme ça, tu sais que ça peut être... tu peux le diviser par 4, comme ça, on fera des cartons, on sera comme au basket. Nasser Al-Khelaifi voudrait qu'il y ait une séance d'ouverture pour la Ligue des Champions. Donc, non, c'est bien, en fait, ils regardent la NBA, ils sont en train de copier, ils sont juste en train de faire quelques changements. 100 minutes, voilà. Et vivement les 8 changements alors. Donc du coup à toi 100 minutes. Pour moi la FIFA reste toujours dans sa ligne directrice de la connerie parce que franchement 100 minutes déjà même en phase de groupe, ça veut dire que pendant toute la compétition ils vont jouer 100 minutes. Déjà tu joues au Qatar, 40 degrés, une quarantaine de degrés, et tu veux rajouter de la fatigue supplémentaire, même 10 minutes aux joueurs. C'est aberrant. Non, franchement, c'est la connerie. C'est une bonne remarque de Semi, parce que c'est vrai qu'on parle de la fatigue des joueurs, et là, tu veux les faire jouer de 90 à 100 minutes. Déjà que la prochaine Ligue des Champions leur rajoute, la nouvelle réforme leur rajoute 4-5 matchs, donc... Voilà, la réforme aussi... De toute façon, on va en parler aussi un peu plus pendant le débat. Imagine, on assiste à un 0-0 où le match, il est bidon. Tu veux rajouter encore 10 minutes de supplice. France-Danemark. Et tu veux rajouter 10 minutes de supplice aux supporters. Tu veux rajouter 10 minutes à France-Danemark? Je suis pas Gianni Infantino. Pourquoi vous me dites ça? Je suis pas Gianni Infantino. Après la Super League, encore ça. Non, mais de toute façon, on va en parler lors du débat. On va l'attraper type Orange Mécanique, on va lui forcer à regarder France-Danemark 9-10 fois, et après on dit bon alors... Non, je déconne. 60 minutes 60 minutes. Donc bon, on va reparler pendant le débat. Deuxième news, la semaine passée, Louis van Gaal révélait qu'il était malheureusement atteint d'un cancer de la prostate et qu'il devrait quitter son poste de sélectionneur à l'issue de la Coupe du Monde l'hiver prochain. La sélection a déjà annoncé qui serait son remplaçant, et il s'agira d'un revenant, Ronald Koeman, lui qui avait laissé tomber la sélection pour réaliser son rêve, qui était de coacher le FC Barcelone. De bon augure quand même pour les Oranges, qui étaient très impressionnants sous les ordres de Koeman avant qu'il s'en aille du côté de la Catalogne. Donc là, ça peut être un bon retour au premier plan pour la sélection hollandaise. Je laisse Samy répondre, et après je balancerai mes vannes. On dit dans le football généralement que les retours ne sont pas toujours gagnants. Donc
je lui souhaite qu'il fasse exception à la règle, mais Genre un Carlo Ancelotti. ça se passe plutôt bien. C'est pour ça, c'est pas. Mais c'est un trait d'esprit, ce n'est pas une vanne. Peut-être la deuxième exception à la règle. Ouais, parce que on appelle ça le Common Ball du côté des Pays-Bas, parce que ça marchait très bien, ça a beaucoup moins marché du côté du FC Barcelone, mais Ouais, mais c'est. il y a quelque chose à faire, peut-être. Moi, si on devait demander mon avis, pour moi, c'est vraiment la KNVB, elle fait carpette, quoi. Le mec, il les a abandonnés pour réaliser son rêve, pour se faire éjecter un an et demi plus tard. 18 mois plus tard. Ouais, c'est ça. 18 mois plus tard. 18 mois plus tard, finalement, il décide, il y a cet épisode malheureux de Louis van Gaal, parce qu'en plus c'est un coach plutôt, même s'il a son petit caractère, comme tout néerlandais qui se respecte sûrement, parlons-en, mais en gros, alors lui il accepte, d'habitude quand on retourne vers son ex on dit qu'on remange notre vomi, mais là en fait c'est la KNVB vraiment là. C'est horrible. Bon après, Ça peut marcher. je sais pas. Avec le vivier et le potentiel de tous les joueurs néerlandais. Il a qu'il joué à l'Ajax d'Amsterdam aussi. Et je sais pas s'il les a entraînés, tiens, parce que peut-être qu'il aurait un nouveau rêve au bout d'un an. Enfin voilà, ouais, c'est bien et en même temps. Attends de voir déjà ce que va faire les Pays-Bas lors de ce qu'ont fait les Mais Pays-Bas. après, il y a des coachs qui sont plus faits pour les sélections que pour les clubs. Je sens que c'est le cas de Koeman, donc à voir. Oui, parce que même si ça n'a pas trop bien marché du côté du FC Barcelone, il a mis en place des choses intéressantes. Il a lancé beaucoup de jeunes aussi. C'était sa marque de fabrique. Donc, peut-être fonctionner qu'avec des Néerlandais, c'est plus simple qu'avec une équipe multiculturelle ou des choses comme ça. Hein. Ça peut. le football de sélection est très différent que du football de club. Donc c'est pour ça. effectivement, certains coachs sont. Mais ça avait marché à Everton, parce qu'il était à Everton. Bof. Hein. Everton, c'est bof. Hein. À Valence, il a gagné la Coupe du Roi en 2008. Et pourtant, il avait essayé de foutre Canizares sur le banc au profit de Timo Hildebrandt. Hein. C'est vrai. Mais bon, après, on fait tous des erreurs. Et Joachim aussi, c'est Joachim aussi qui sauve les miches. Joachim, monsieur, voyons. Il avait notamment lancé Lukaku, qui avait fait passer dans le grand bain. On va en parler tout à l'heure. Donc voilà. On va parler de Lukaku. Donc bon, Koeman du retour du côté des Pays-Bas en janvier 2023. Et la dernière news, il s'agit peut-être d'une belle histoire en cours d'écriture. Montpellier a vu revenir ce mercredi l'un de ses anciens joueurs, en la personne de Rémi Cabella, champion de France en 2012 avec les Montpelliérains. Libre depuis la résiliation de son contrat avec Krasnodar, il a signé jusqu'à la fin de la saison. L'international français pourrait prolonger de 2 saisons supplémentaires si la fin de saison est prometteuse. Donc là aussi, belle histoire quand même, Cabella qui revient du côté du club avec qui il a été champion de France en 2012. Moi, je pense que Montpellier a toujours d'un joueur en plus. C'est vrai que ça parlait du côté de Saint-Etienne, mais peut-être que le fait qu'il y ait Pascal Duprat, il voulait peut-être pas de joueur sachant jouer au ballon. Bon, pour le moment, ça fonctionne. C'est une petite vanne sur Duprat, mais pour le moment, ça fonctionne. Après, c'est toujours bien de voir. Il en avait encore sous la semelle à Krasnodar. Je pense que ça va pas être la belle histoire de la fin de saison, mais ça peut être, je le vois bien rester, ça peut être la belle histoire du début de saison prochain. Déjà, le mec, il a été blessé pendant très longtemps, il n'a pas joué, donc là, c'est sûr qu'il ne va pas jouer, parce que le temps qu'il retrouve sa condition physique. Donc, à voir à partir de la saison prochaine si jamais il le prolonge. Donc, voilà, moi, franchement, j'hésite. J'ai pas Tant trop qu'on n'a d'avis. pas vu sur le terrain, de toute façon, on peut pas trop faire de pronostics vraiment exacts. Donc, on pourra le juger à partir du mois d'août s'il prolonge. Ça peut être une bonne surprise pour Montpellier. Ces vacances à Marbella étaient magnifiques. Excellent jugement. Oui, peut-être. C'est donc terminé pour les news. On va partir du côté d'Aurélien avec les news extraordinaires. C'est parti. Les news extraordinaires, comme chaque semaine, Aurélien, apprends-nous des choses. Allez, et je n'ai pas de dédoublement de personnalité, donc je suis obligé d'écrire mes propres news extraordinaires et de me lever tôt. C'est parti pour 3 nouvelles exceptionnelles. Allez, la fin d'une époque pour Panini. Alors pour une fois, j'ai l'impression que ma news extraordinaire ne l'est pas et elle va juste être relayée quand ce sera officiel. Alors j'ai vu c'était vraiment officiel, mais ESPN a annoncé et aussi le fabricant de cartes italien qui va perdre ses droits d'édition pour les prochains championnats d'Europe à partir de 2024 au profit de Topps, déjà partenaire de l'UEFA pour toutes les compétitions européennes. Alors en dehors du côté nostalgique, j'imagine déjà les horreurs au design agressif et le prix mis pour rafler cet appel d'offres. Tout cela pour annoncer une nouvelle défaite italienne cette année. Ben oui. Alors, je continue. Naples, non Inter, non plus Juventus, encore moins. Mais de quoi puis-je parler en mettant de côté 3 des 4 premiers de Serie A ?
tout simplement de l'équipe professionnelle ayant la meilleure défense de la botte. Une équipe italienne avec de forts accents allemands puisqu'elle est l'œuvre du Sud-Tyrol. L'actuel leader du groupe A de Série C n'a encaissé que 9 petits buts en 35 matchs. Bordeaux est déjà sur les tablettes du gardien et du défenseur central. Ils ont fait le premier clean sheet, là, c'est le week-end dernier. J'étais tellement déçu. Déçu par Lille, déçu par Bordeaux. Allez, après le D-Day, voici le B-Day. Bari, dont le stade San-Nicolas est connu par tous les supporters marseillais qui se respectent, était retombé en Série D en 2018 après évidemment des problèmes financiers comme il y en a beaucoup en Italie. Après avoir survolé leur groupe de D4, cela faisait 2 saisons que le club de Luigi De Laurentiis échouait en play-off pour accéder en Série B. Et en l'emportant sur la plus petite démarche contre Latina le week-end dernier, les Galetti retrouvent l'antichambre de l'élite en comptabilisant 13 points d'avance sur le deuxième alors qu'il ne reste plus que 3 journées. Peut-être que Bordeaux aura la même histoire après s'être fait rétrograder administrativement à la fin de la saison. Oui, un peu d'optimisme, merde. Ouais, je me suis après, c'est vrai que c'est pas l'émission de l'optimisme qu'on va parler du débat. Non, c'est vrai. Mais je me suis dit, putain, je me suis acharné sur l'Italie, acharné sur Bordeaux. Si on savait que je n'étais pas bordelais. Effectivement. Merci à toi, Aurélien, pour les news extraordinaires. On passe tout de suite au top flop spécial Ligue des Champions. C'est parti. Le top flop spécial Ligue des Champions, on a eu droit à des quarts de finale aller de haute volée quand même ce mardi et mercredi dernier avec des matchs qui ont été très spectaculaires avec des résultats qui ont été peut-être aussi un peu surprenants. Et on va commencer par les tops et on va commencer par toi Samy. Tu veux nous parler d'un joueur qui encore une fois a montré que quel joueur incroyable, Karim Benzema, qui a permis au Real Madrid de remporter le quart de finale aller à Stamford Bridge contre Chelsea 3-1 avec un triplé, 2 buts de la tête et un but grâce à une magnifique bourde d'Edouard Mendy. Que dire de plus là, Karim Benzema qui continue à prouver que à la fin de la saison, si ça se passe bien, peut-être un Karim Ballon. Il fait mal à la tête, hein. Déjà 3 buts, il est dans la continuité statistiquement parlant de son match face à Paris. Donc là il a 11 buts cette saison en Ligue des Champions, un de moins que Lewandowski. Franchement, que dire de Benzema, rien à dire. Franchement, honnêtement, j'ai pas les mots parce que ce qu'il fait, c'est incroyable. Je te dis honnêtement, c'est incroyable. Depuis le début de saison, déjà, je ne parle pas que de ce match, mais aussi depuis le début de saison, le nombre de buts qu'il a marqué. Il est meilleur buteur du championnat, meilleur passeur aussi du championnat. Mais ce match-là, tout ce qu'il a entrepris, ça a marché, ça a réussi. Et je ne crois pas qu'il ait perdu de ballon dans ce match-là. Et donc un match complet sur tous les niveaux. Très complet. Franchement, pour moi, c'est le match parfait. Même si l'excellence dans le football, personne ne l'atteindra, mais pour moi, je trouve qu'il a été excellent dans ce match-là. Surtout un magnifique but de la tête, le premier but, une tête qui est très montée, même le deuxième. Quand tu vois que Modric ne lève pas la tête pour trouver Benzema. Ça, c'est Modric. Oui, c'est parce qu'on se disait en plus pour ce match que Ancelotti qui continue avec son milieu indéboulonnable Modric, Kroos, Casemiro, on se dit qu'avec l'intensité qu'allait mettre Chelsea au milieu de terrain notamment, le Real allait être submergé. Finalement, ça n'a pas été le cas. 3-1 pour le Real qui a été extrêmement efficace d'ailleurs. En même temps, c'est pas le Chelsea l'année dernière. Ouais, pas le Chelsea l'année dernière, mais bon, Chelsea qui, même grâce au but de Kai Havertz, c'est quand même encore en vie. Surtout qu'au retour, Militao ne sera pas là en défense centrale pour le Real, donc ça reste quand même le meilleur défenseur avec Alaba qui du Real. Quand tu regardes, il y a quand même eu des occasions pour revenir au score. Bon, j'en reviendrai après. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé encore du. Je pense que tu allais peut-être y venir. Oui, mais non, j'allais continuer quand même sur les superlatifs pour Benzema. On parle quand même du joueur, c'est le premier joueur français depuis 1958-59. Donc, premier joueur français à mettre plus de 10 buts en Champions League. C'est quand même. C'était Raymond Kopa ? Non, c'était juste Fontaine. Juste Fontaine en Champions League. Eh oui. Avec le Real. Il n'a pas marqué que 13 buts à la Coupe du Monde 58 avec la France. Si. Mais non, ça devait être avec Reims, je pense. Ouais, parce que c'est Kopa qui était. Donc voilà. Et c'est aussi le 4e joueur à avoir mis 2 triplés consécutifs. Alors il y a Messi et Ronaldo en 2015 et 2016, et il y a le grand Luis Adriano avec le Shakhtar Donetsk en 2014-2015 quand il avait mis un quintuplé. Je pense que c'était ça son quintuplé. Après il avait
Ouais, il y avait une double confrontation, je crois que c'est le Dynamo Zagreb, il met quintuplé, triplé, et le Milan AC se dit que c'est une bonne idée. Et non. Et spoiler, non. Flop total. Mais aussi, du côté du Real, un des grands tops, c'est Thibaut Courtois qui sort encore un match incroyable. Notamment une parade Une parade magnifique Azpilicueta. sur une frappe d'Azpilicueta, une parade presque d'un autre monde. Azpilicueta s'est frappé comme ça. Eh oui, Ah, non, pas mais- de surprise, César Azpilicueta. D'ailleurs, qui est toujours pas. Tu sous-estimes trop l'ancien Marseillais, toi. Ouais, et surtout Ah. qu'il a toujours pas prolongé du côté de Ah Chelsea. non, en c'est plus. sa capacité de frappe, sinon non, c'est un excellent joueur. Pas le latéral moderne, même s'il est plus... Il joue central, il Ouais, joue ouais, latéral, Mais, il fait notamment un très gros Euro cet été. Il a toujours pas prolongé en plus à Chelsea. Apparemment, il va Ça prolonger. l'annonce, il va prolonger, ouais, ça l'a annoncé peut-être du côté du FC Barcelone en plus. Mais apparemment, il va Il va prolonger. prolonger, donc bon coup pour Chelsea s'il reste. Et Thibaut Courtois qui fait encore un magnifique match pour le Real. Donc du coup, on va pas faire top et flop. Là, on va rester sur Real Chelsea parce que toi, ton flop Aurélien, ça concerne l'autre attaquant, l'attaquant qui était de l'autre côté qui est rentré en jeu, Romelu Lukaku, qui montre encore une fois que malheureusement son retour à Chelsea se passe de manière assez peu convaincante. Bah, c'est ça quand même, Romelu Lukaku, il est en train de réhabiliter Timo Werner. Ce qui est quand même assez fou, aussi bien sur le comportement, même si Timo Werner était plutôt... c'est un monstre de sobriété en termes de comportement, tu le vois jamais faire de vagues. Mais c'est vrai qu'avec déjà tout ce qui s'est passé, avec l'Inter, ça me manque, vous savez, l'Italie, donc il s'était pas fait des petits copains à ce moment-là, ni avec Tourelle. Là je pensais qu'il avait perdu sa place de titulaire, mais non, en fait il l'est complètement, c'est juste qu'il ne marque plus aucun but depuis, je crois en championnat, j'ai vu c'était au moins 7-8 matchs. Là il en a marqué que 2 en Champions League, donc c'est assez catastrophique. Donc, alors c'est terrible parce que il y a 2 images qui restent de Romelu Lukaku, c'est ces 2 têtes ratées sur des services que je me trompe pas, de Reece James. Enfin, il y en a un de Reece James et l'autre d'ailleurs d'Azpilicueta. Ça a été dévié par Valverde. Mais bon, des attaquants, malheureusement, en fait, tu as Karim Benzema en face et tu vois qu'un joueur comme Karim Benzema, il lui faut pas 36 000 occasions pour planter. Romelu Lukaku, il veut être considéré comme un très grand attaquant. Ces 2 occasions, surtout sa tête sur le centre de James, celle-ci elle méritait d'être au fond, quoi, parce que là, Romelu Lukaku, s'il est bien connu pour quelque chose, c'est pour son jeu aérien. Olivier Giroud l'aurait mis, par exemple. Voilà. Ça on le sait pas. Mais bon, ouais. Mais on est très loin du Romelu Lukaku de l'Inter Milan de la saison passée. Mais le problème, c'est que ça fait toujours relativiser après avec le niveau de la Serie A. C'est que tu te dis, Romelu Lukaku, il arrive pas à mettre un pied devant l'eau en première ligue, alors qu'il avait bien débuté. Après, il y a eu plusieurs blessures, et je pense que le désamour, c'est peut-être quelque chose qui s'est cassé après. Il y a une petite chose qui s'est brisée. Là en Champions League ça le fait pas non plus, et quand tu sais que les clubs italiens ont aussi des problèmes en Champions League et en Coupe d'Europe presque généralement, tu te dis ok, en fait c'est comme s'il avait réussi en Hongrie. J'exagère, mais ça te donne presque ce sentiment. Ouais, ça donne le niveau un peu du championnat malheureusement pour la Serie A, et Lukaku qui continue de décevoir du côté des Blues, du côté de Chelsea, même si ça reste un peu ouvert quand même pour le retour. Chelsea, on le sait, est capable de sortir des énormes matchs en Ligue des Champions, donc tout est possible pour l'avantage maintenant de cette de l'absence de but extérieur. Ouais. Parce que là, sinon, le Real, à moins de se faire une remontada... mais j'ai hâte, moi j'espère. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible, surtout pour Chelsea et Tourelle. Pour Chelsea et Tourelle au match retour. L'autre match dont on va parler, c'était le match de mardi entre l'Atlético et Manchester City. Donc on va passer au flop de Samy. Match complètement dominé de la tête et des épaules par Manchester City. Samy, toi tu voulais mettre l'Atlético en flop parce que quand même cette stat est assez édifiante. 29% de possession et 0 tir pour Atlético. Les scatophiles du football ont apprécié. Ont apprécié. Le Cholismo n'est pas mort, mais il faudrait peut-être mettre un petit coup de... Le Cholismo n'est pas mort, certes, mais après, je vois Samy, s'il est mort, il y a Manchester City d'un côté. Mais l'effectif de Manchester City avec le Cholismo, ça peut fonctionner. Donc voilà, l'Atlético qui a sorti, c'est même plus un non-match là, qui est resté quasiment tout le match
avec 9 ou 10 derrière. Finalement, Joao Félix était un peu tout seul devant. Ça a failli fonctionner. Hein. Ça a failli fonctionner. Le 0-0, il a failli être C'est chopé. vrai, mais bon, un but à 0 grâce à un but de l'inévitable Kevin De Bruyne. Bah là, l'Atlético au retour, bon. Mis à part Il va falloir jouer. mis à part le fait qu'une équipe ait fait 0 tir dans une frappe, ce qui n'est pas arrivé depuis la saison 2010-2011, si je dis pas de bêtises, c'est surtout la tactique de faire 5-5, de mettre personne devant et que tout le monde revienne défendre, même Joao Félix, qui est étonnant. Et c'est une équipe qui essayait de procéder en contre-attaque, mais ça donnait rien du tout. Et franchement, je trouve qu'ils ont été sérieux. Ils ont été sérieux défensivement parce qu'ils n'ont pas laissé beaucoup d'espace. Ah oui, non, mais l'organisation défensive, il n'y avait rien à dire. C'était très, très, très désorganisé, très structuré. Mais il faut marquer. Il faut marquer des buts. Ah oui, à moins que ça joue les 0-0 sur 180 minutes, plus les prolongations. Parce que je vais dire une règle de base dans le football, pour gagner, il faut marquer. Pour marquer, il faut tirer. S'il passe au penalty après 2-0-0. Non, mais franchement, PSV 29% de possession pour une équipe comme Atlético. Surtout en Champions League. Trop peu. En fait, c'est ça. Tu te dis la Champions League, c'est la panacée. Même si l'Atlético, c'est que je dise pas de bêtises, c'est 3e. Non, c'est pas 3e de Liga. C'est au 4e en ce moment. C'est 4e. Oui, parce qu'il me semble que ils sont derrière Séville et le Barça. Ouais, ils font une saison. Ça allait mieux en plus en ce moment avec notamment Joao Félix qui plantait pas mal, etc. Mais là contre Manchester City, il y a eu un non-match total. Où l'objectif c'était de faire 0-0 depuis le début et c'était très bien affiché. Griezmann qui a passé son temps qu'à défendre. Bah oui, je pense qu'il ça nous servira pour la Coupe du Monde. Croyez-moi. Croyez-moi qu'on sera bien content quand il fera un retour défensif sur Kevin De Bruyne. Mais oui, ça aurait pu marcher le 0-0. Finalement, ça aurait été un bon résultat pour Atlético, mais 1-0 sur un but de Bruyne après magnifique passe de Phil Foden notamment, qui a fait une magnifique rentrée. C'est tactiquement que Guardiola a gagné contre Simeone. Oui. Après, il a dit lui-même que face à un 2 blocs de 5, il n'y a pas d'espace, donc au bout d'un moment, je ne peux pas faire grand-chose de plus. C'est que je veux bien donner des excuses comme à Guardiola. Je n'aimerais pas jouer contre le Cholismo, c'est sûr. C'est insupportable. Mais bon, Atlético, du coup, qui a perdu 1-0 et qui quand même devra peut-être tenter autre chose au retour. Peut-être une petite chance de se qualifier au moins. Imagine, engagement, coup d'envoi, première action, les autres ne sont pas en place. Griezmann marque. Eh ben là, mon gars, bonjour la Vous avez cru que vous avez vu quelque chose de dégueulasse? Même dans le retour 6 à 1-0. Il y aura 11 derrière, il n'y aura pas 5 et 5, il y aura 6 et 5. Même Simeone il va rentrer sur le terrain et va dire vous vous rappelez quand j'étais milieu défensif? Tu vas voir. Donc voilà, Manchester City qui a remporté l'aller 1-0. Et finalement, on va finir par ton top Aurélien. La surprise quand même de ces quarts de finale, la victoire de Villarreal chez lui au stade de la Ceramica face au Bayern Munich. 1-0 au terme d'un match franchement incroyable à suivre, avec un match qui allait d'un but à l'autre, c'était quand même assez fou. Et contrairement à Atlético, notamment, qui a complètement fermé le jeu, Villarreal, notamment grâce à Unai Emery, a totalement joué le jeu, notamment avec un pressing assez intense sur les centraux du Bayern. Une équipe de Villarreal qui n'avait pas peur d'aller de l'avant et qui a sorti un match de patron et même des petits regrets parce qu'il y avait pas mal d'espace à la fin du match et il y aurait pu avoir je vais pas dire 3 heures, mais au moins 2 buts d'écart pour Villarreal parce que la défense du Bayern était loin d'être sereine. Des parades. Mais en plus, ce qui est bien, parce que Unai Emery, sur les derniers matchs que j'avais vus, surtout dans les compétitions européennes et surtout dans les matchs à coup près, j'avais trouvé qu'il se reniait un peu, quoi. Donc, notamment le match contre Manchester United en finale d'Europa League l'année dernière. Celui-ci me reste, c'est vrai. Et même quand il avait gagné. Je pense que c'était contre Benfica quand il était à Séville encore. En finale de l'Europa League aussi. Ouais, en finale de l'Europa League, je trouvais qu'il s'était un peu déjugé par rapport au style de jeu. Et là, non, c'est vrai qu'on a vu un Villarreal complètement... en fait, beaucoup de joueurs méritent des superlatifs. Alors, la presse espagnole a décidé de mettre Lo Celso à l'honneur. C'est vrai. C'est vrai, il faut, parce que quand tu penses quand même, quand tu regardes le match de l'Argentin, tu te dis que actuellement le PSG est en train de Leandro Paredes out jusqu'à la fin de la saison, surtout que Paredes ne joue pas en 6 mais bien en relayeur, poste où Lo Celso quand même excelle beaucoup plus que forcément quand tu fais 1m75, 60 kg, c'est plus difficile d'aller gratter des ballons quand tu te fais bousculer tout le temps, mais non, c'est... Bon, il y a ça, mais il fallait forcément aussi une performance exceptionnelle de Villarreal
pour mettre fin à 22 matchs d'invincibilité du Bayern à l'extérieur. Donc c'était. Et c'était quel dernier entraîneur à avoir battu le Bayern à l'extérieur? C'était 27 décembre 2017 au Parc contre le PSG. Unai Emery. Voilà. Donc il a bien appris ses fiches. D'ailleurs, c'est pas ce machin qui provoque le licenciement de Carlo Ancelotti, effectivement. Donc là... ça date déjà de temps. Non, mais voilà, après, d'un point de vue tactique, moi j'aime bien, je ne serais pas aussi pointu que les fameux tactics, mais c'était un match agréable à suivre. Et en effet, je pense qu'il y a des regrets. Neuer qui voulait fêter les 10 ans de sa reprise de volée prise par Stankovic. Il prend la même par Gérard Moreno, effectivement. Mais surtout, Moi Gomez, à la fin, je pense qu'il va s'en... Pedraza qui rate Gomez, je ne me sens pas qu'il soit rentré. Non, je regardais, je me suis trompé sur le numéro. Alfonso Pedraza qui rate une occasion. Danuma aussi, qui même s'il a marqué le premier but, aurait pu aggraver le score. Et aussi Gérard Moreno. Et c'est Hernandez qui couvre. Je commence à avoir peur. Hernandez, je commence à avoir peur d'Hernandez. Non, mais la défense du Bayern est vraiment friable quand on appuie dessus. Après, bon. Oui, sauf que la défense du Bayern, c'est proche de l'équipe de France. C'est vrai qu'ils ont laissé trop d'espace entre les intervalles de Bayern, ce qui faisait que Villarreal attaquait toujours. Avec le Celso notamment. Avec le Celso, et faut pas oublier aussi les énormes matchs au milieu de terrain de Dani Parejo et de Etienne Capoue. D'ailleurs, si Didier Deschamps cherche un remplaçant Adrien Rabiot. Il y a aussi, quand tu penses, Coquelin qui fait pas des mauvais. Coquelin qui fait un excellent match aussi, Francis Coquelin. Quand je vois Coquelin et Parejo aussi bons du côté du Villarreal, j'ai mal. J'ai beau être matinal. J'ai mal, mais bon, ça fait quand même plaisir pour Villarreal qui pourrait atterrir en demi-finale comme en 2006. Qu'ils avaient échoué contre Arsenal en demi-finale avec ce but raté, enfin le penalty raté de Riquelme. Donc là Villarreal qui a pris une petite option. Bon, après ça va être autre chose à l'Allianz Arena, on connaît le Bayern chez lui, ça risque de faire très mal, mais bon, si Villarreal résiste et joue aussi bien, ils ont qu'à appeler Salzbourg. Salzbourg, c'est vrai. Rien n'est impossible. Et le dernier quart de finale dont on n'a pas encore parlé, Liverpool-Benfica, victoire 2-1 de Liverpool. 3-1 avec un grand Sadio Mané. Luis Diaz aussi qui a encore été impressionnant. Mais Benfica qui a eu beaucoup d'occasions quand même et qui a su mettre à mal Liverpool. Donc la preuve en est que Liverpool peut être aussi friable en Ligue des Champions. L'Inter l'avait prouvé en huitième de finale. Donc les grosses équipes montrent qu'elles sont un peu friables. Le Bayern, Liverpool, bon, City un peu moins parce qu'ils n'ont pas été mis en danger, quoi. Il faudrait le cirer. C'était une volonté. C'était fait exprès. Et Chelsea aussi. Donc les favoris ont la vie dure dans ces quarts de finale. Et on verra au retour des retours avec beaucoup d'enjeux qui seront à coup sûr palpitants. C'est donc terminé pour ce top flop. On passe tout de suite au débat du jour. Est-ce que la Super League a gagné? Est-ce que les heures sombres du football arrivent-elles vraiment? C'est parti. Le débat, le fair play financier est mort. Vive le fair play financier. Un nouveau règlement a été voté et va être mis en place par l'UEFA. Les clubs seront désormais autorisés à dépenser à terme jusqu'à 70% de leurs revenus. Une nouvelle réglementation qui devrait malheureusement faire la part belle aux clubs les plus fortunés et avec des investisseurs toujours de plus en plus riches. À quel moment la bulle financière du football mondial va-t-elle exploser parce qu'elle ne cesse de grossir, que ce soit au niveau des investissements, des sommes dépensées, avec une réglementation qui a tendance finalement à encourager ce genre de pratique. La Super League n'est peut-être plus d'actualité en apparat, mais son spectre est bien présent. Finalement, est-ce que les heures sombres du football sont inévitables? Parce que là, jusqu'à où on va aller dans ce football mondial qui ne cesse de grossir. Et où est-ce que ça va s'arrêter? Parce que là, on parle de sommes incroyables, notamment, on parle tout à l'heure de la prolongation de Kylian Mbappé, notamment, avec des chiffres hallucinants que le PSG propose, notamment. Le PIB du Gabon. Donc, notamment 140 millions de primes à la signature. Tu m'avais dit, c'est quand même assez fou. D'autres sommes qui sont toujours de plus en plus folles. Là, est-ce que l'optimisme est encore d'actualité? C'est difficile, surtout qu'en plus, quand il pense, le fair play financier avait vraiment réussi quelque chose, c'était de réduire les déficits. Alors, c'était quand même assez fou parce que quand tu penses que comment il a été attaqué presque de toutes parts, qu'il y a des pénalistes qui se mettaient à côté, qui se mettaient sur les côtes du fair play financier. Mais bon, en tout cas, j'avais pris comme chiffre, le déficit cumulé des clubs était passé de 1,7 milliard d'euros en 2011 à un profit net de 140 millions en 2018. Alors, j'ai pas les chiffres de 2019. 2020, il y a eu le Covid, et d'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là où vraiment le fair play financier a été
assoupli, voire même Abandonné, ouais, oui. abandonné. Mais ce qui est surtout en fait terrible, c'est que cette nouvelle règle du fair play financier, c'est que tu as le droit de dépenser, alors progressivement, parce qu'on va démarrer à 90%, à peu près 80-70%. pour finir à 70%, donc 70% de tes revenus. Je suis allé chercher le dernier revenu du PSG, il est pas loin. Il arrive. Il est là. Le dernier chiffre d'affaires connu de l'entreprise PSG SA. Après, revenu n'est pas égal chiffre d'affaires. Non, mais c'est ça ton revenu. C'est pas le bénéfice. Ce sont les revenus. Oui, C'est ce mais que le tu fais revenu- rentrer en Oui, ce que argent. tu fais rentrer, mais c'est pas le chiffre d'affaires net. C'est pas les bénéfices. Oui, c'est pas les bénéfices. Oui, mais là, c'est sur les revenus, les 70%. Les actifs. C'est pas sur ton bénéfice. Explique-moi l'économie du football. Alors, Robert. c'est en gros, oui, le revenu, c'est le chiffre d'affaires. C'est ce que tu fais rentrer. Oui, À la fin, puisque tu as tes charges, genre la prime à signature de Kiki, les primes à signature de Kiki, ça fait à la fin, tu as le bénéfice net. ok. Mais les 70% ne sont pas sur ce bénéfice net, parce que sinon, tu aurais, je pense, si tu regardes à peu près tous les clubs, 70%, Qui pourraient dépenser 700 000 euros. ils pourront même pas s'acheter Charlie Davis après accident. Donc voilà, donc c'est sur les bénéfices, enfin non pas sur les bénéfices, donc sur le chiffre d'affaires, et le PSG a réalisé sur l'exercice 2020 pratiquement 500 millions d'euros. Donc ça veut dire que tu 400 millions, ça va. ça veut dire que tu leur autorises presque chaque année à dépenser, à faire un Neymar Mbappé de 2017 chaque année. Donc en fait c'est ça le plus gros dérèglement. Et Et encore là, on a pris le PSG, mais par exemple, des gros clubs anglais comme Manchester City, Manchester United ou Chelsea ont des chiffres d'affaires sensiblement similaires, voire plus élevés encore, avec les droits TV notamment. Donc vraiment quelque chose qui va encore creuser encore plus les inégalités. Du coup, toi, Sony, est-ce que vraiment toi aussi l'optimisme est parti, ou vraiment là, avec cette nouvelle réforme du fair play financier, on part sur encore des sommes qui n'ont plus ni queue ni tête? Déjà, je sais qu'il y a des directeurs sportifs qui vont sniffer un peu de la poudre. Parce que c'est-à-dire que, par exemple, je prends les clubs comme Paris ou City qui vont chaque semaine dépenser une centaine de millions d'euros pour recruter un joueur. Et franchement, je trouve ça incroyable de ce que les clubs font avec l'argent. Surtout que tu peux prendre des très bons joueurs à un prix vraiment réduit. Par exemple, Paris, depuis l'instauration de l'ancienne règle du fair play financier, était dépenser au maximum 50 millions d'euros pour un joueur, à peu près. Et là, ils vont dépenser quoi, 180, 200 millions pour un joueur qui... Je pense que les primes à la signature de Paul Pogba et d'Ousmane Dembélé vont être pas mal. Ah oui, je sais qu'il y a des agents qui vont être très contents. Un certain Minot, peut-être. Mais pour Paul Pogba. Minot, il va pouvoir faire un deuxième infarctus du myocarde, tellement il va se Ou Moussa Sissoko. gaver. Ça, c'est quoi, c'est vrai, l'agent d'Ousmane Dembélé. Donc après, c'est vrai qu'on a relié ça du coup avec la Super League, parce que certes le projet est en stand-by en apparat, mais avec cette nouvelle réforme du fair play financier, évidemment qu'on retrouvera quasiment à chaque fois les mêmes clubs dans les derniers carrés de Ligue des Champions, les en quart de finale, etc. Surtout que tu as oublié ce que l'UEFA va aussi entériner, c'est-à-dire il y a deux nouvelles règles qui vont arriver, c'est le fameux filet de sécurité pour les clubs. Donc puisque les 6 nouveaux tickets pour la Champions League, à partir de la réforme, c'est 2024-2025. 2024-2025, et en fait on aura 2 pour clubs paumés qui n'auront pas réussi. Club paumé. Je pense que c'est intitulé Club paumé. Club paumé cherche tous les moyens pour. C'est vraiment à se perdre la tête. Ouais, c'est ça. Et en fait, et tu dis, par exemple, tu vois, si on regarde la Super League, ce qui s'était passé, c'était que la banque JP Morgan, elle voulait faire un investissement de 3,5 milliards d'euros à séparer avec chaque. Chaque participant. Donc il y en avait 12, donc j'ai fait 15. Donc j'ai fait le calcul, c'était 234 millions d'euros par club. Et par exemple, par rapport aux dotations de l'UEFA avec la Champions League, c'est sûr, c'est complètement différent, parce que pour jouer la Champions League, pour les phases de groupe, tu touches 15 millions. Après, tu touches, suivant les victoires, tu touches même pour les matchs nuls et les défaites. Après, tu touches, l'UEFA donne une indemnité de 9,5 millions d'euros pour les huitièmes de finale, 10,5 millions pour les quarts, 12 millions pour les demi. Bref, si on regarde un club actuellement comme Manchester United,
qui est en train de partir à volo. C'est vrai que donc, normalement, ils n'auraient pas dû se qualifier pour la Champions League. Avec la nouvelle règle, ils se qualifieraient. Donc, c'est vrai qu'ils n'auraient pas 233 milliards d'euros, mais au lieu d'avoir peanuts, ils auraient quand même au bas mot une trentaine, une quarantaine, parce que tu regardes avec l'effectif moisi qu'ils ont eu cette année, ils ont quand même réussi à accéder au huitième de finale, quoi. Effectif moisi, après tout est relatif, il y a quand même très bons joueurs, faut pas déconner, mais oui, c'est vrai que malheureusement c'est même plus une impression, c'est que le mérite dans le football a laissé sa place à la puissance et à la manne financière des différents clubs, mais donc du coup entre cette réforme du plan financier et la réforme qui arrive aussi de la Ligue des Champions, est-ce que vraiment, et si on met ça en relation avec toutes les nouvelles idées farfelues de la FIFA, notamment pour la Coupe du Monde, avec les idées des matchs à 100 minutes, etc., et un calendrier toujours plus chargé, qu'est-ce qu'il faudrait malheureusement pour que... on en avait pas parlé aussi lors de la vidéo que tu avais fait avec Dridi, le Pays Story, notamment la vidéo qu'on avait fait sur la Super League, et Dridi aussi qui parlait pas mal du fait... On a une nouvelle de Dridi. J'avoue, c'est pas quelqu'un a vu... Quelqu'un a vu cet homme. Il a vu cet homme. Visiblement, il nous fait une gourcuff. Il nous fait une gourcuff. La fracture du mental. Et du coup, il faudrait une réforme globale de tout le football mondial, notamment au niveau financier, etc. Mais qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place concrètement? Parce que là, c'est une machine qui est lancée et qui est quasiment impossible à arrêter parce qu'il faudrait, je sais pas, un éclatement de la bulle financière du football. Est-ce qu'il faudrait... tu l'as dit, en fait, il faudrait soit un éclatement de la bulle, par exemple des banques qui décident de ne plus prêter au club. Donc il faudrait aussi mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, mais bon, quand tu vois que depuis l'arrêt Bosman et les multiples réformes de la Ligue des Champions, il n'y a aucun nouveau président de l'UEFA qui a décidé de faire marche arrière, même notre bon vieux Michel mais voilà. Il a attaqué Gianni Infantino en justice. J'ai hâte de voir quand l'autre il va dire tiens, j'ai les dossiers. Et moi aussi. Contrôle d'ironie. Ouais, non, mais c'est ça. Le problème, en fait, tu vois, c'est que on peut dire que la Super League ne gagne pas pour le moment parce que, Dieu merci, la Ligue des Champions, elle n'est pas fermée. Mais en fait, quand tu regardes la mainmise des clubs anglais, la mainmise aussi des clubs auparavant, espagnols, sur le dernier carré de la Champions League, tu sens qu'elle est quand même de plus en plus fermée. T'essayes, en fait, les problèmes que tu fais, t'essayes de les mettre sous le tapis. Sauf que le problème, à un moment, tu soulèves le tapis, il y a un coup de vent, et là, tu t'aperçois qu'il y a de la merde partout. C'est un peu ce qui s'est passé avec la Super League. C'est que finalement, tu acceptes, et tu décides de faire plaisir à Florentino Pérez, de faire plaisir à Andrea Agnelli. Et en fait, tu vois que les mecs, si tu ouvres légèrement, ils rapportent toute leur merde. Donc c'est vrai que malheureusement les perspectives sont pas très joyeuses du point de vue des supporters et du point de vue des suiveurs du football, parce que qui dit plus de football, qui dit plus de sommes investies, au bout d'un moment on va être dégoûté concrètement du football. Et est-ce que ça pourrait arriver plus rapidement qu'on le croit? Là on est déjà dégoûté du football, donc il y a la Coupe du Monde au Qatar qui arrive. Ah, mais c'est ça, le problème en fait c'est un peu la faillite, pour moi c'est un peu la faillite d'un homme quand même, c'est pas le seul, mais de quasiment tous les présidents de l'UEFA, mais c'est Alexander Seferin. Alexander Seferin. Donc le boss de l'UEFA, il a quand même toujours dit vouloir protéger le football de la Super League d'Agnelli et de Florentino Pérez. Finalement, on arrive à ça. Un filet de sécurité pour un club paumé, dont la gestion financière et catastrophique serait rattrapée par une soi-disant gloire d'antan. Finalement, les 12 salopards ont raison de faire ce qu'il fait, puisque ça démontre que la méritocratie sportive n'existe plus lorsqu'on a atteint le haut niveau, et c'est bien dommage, parce qu'en fait, c'est à ce niveau-là qu'on a besoin de faire rêver quand même. Et oui, c'est vrai Et le rêve, c'est les émotions. Les émotions, c'est le football. Il ferait très bien un prof d'éco. C'est vrai, hein. T'as vraiment ici d'ailleurs. Mais je ne suis pas rentré cette fois-ci en disant comme il pleuvait, elle m'a ouvert la porte tout de suite, mais j'ai pas besoin de dire que j'étais intervenant à l'ICP. Tu nous fais un cours magistral ou un cours magistral, les arnaques du football, le football magouille, par Aurélien Bayard. J'ai pas autant de dossiers que l'autre psychopathe de Malaga là.
Et ça se trouve, les dossiers, tu sais. Ça se trouve. Hein. Ça se trouve, donc bon, c'est donc terminé pour ce petit débat sur l'avenir du football et du football européen. Vous l'aurez compris, on n'est pas très optimiste, hein, malheureusement, sur ce qui va se passer. Mais... Faudrait juste qu'on arrête de regarder le football. Ouais, c'est chiant. Bah. C'est chiant, on aime bien ça. Mais, du coup, question, est-ce qu'il faut passer par un boycott? Mais c'est... on veut regarder du football, on aime bien ça. Donc c'est comme ça qui est assez, je vais être un peu trivial, mais un peu bâtard, c'est que malheureusement ils nous tiennent par les émotions et que tes émotions elles sont là. Je sais. Belle expression. Ils nous tiennent par les émotions et par exemple toi Samy, est-ce que tu serais capable de boycotter le football, la Ligue des Champions si la réforme se passe comme ça et si on arrive à une Super League 2.0? Très dur. C'est très très dur. Non, parce que soit si tu veux regarder du football, tu descends, tu traverses la rue. Tu traverses la rue et tu vas regarder ton club amateur ou tu essayes d'aller au stade pour voir les matchs de National 2. T'as plein de petites choses, mais c'est vrai que c'est compliqué. Regarde, même nous, c'est un peu focus et on est en train de critiquer, mais d'un côté, on a fait des résumés de la Ligue des Champions, on fait une émission sportive basée sur le foot où on sait tout ce qui se passe autour, on essaye de l'enjoliver, de parler de petites histoires, mais en fait, plein de sacs à merde qui pollue notre histoire. Qui pollue nos émotions. Qui pollue nos émotions, il pollue notre projet. Ouais, c'est donc ça, le serpent qui se mord la queue, malheureusement, c'est que... Mais, et en plus, le pire, c'est... Admettons, tu veux suivre la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde, c'est magnifique. Elle est au Qatar. Tu veux pas donner de l'argent au Qatar. Ouais, mais tu vas regarder un streamer russe. Bah, voilà, j'ai tout dit. Un streaming, oui. J'allais dire, on parle de streamer, un streaming. Tu regardes un streaming russe, bah voilà, tu engraisses je ne sais qui, ou pareil, quand on a vu avec tout ce qui est le scandale de l'IPTV en Italie. Donc, c'est comme tu as dit, c'est le serpent qui se mord la queue, tu ne sais pas quoi faire, et à part... je dirais bien jouer à FIFA, mais je suis sûr que ça engraisse l'autre connard. Oui. Mais oui, c'est en plus. Par contre, si tu veux, tu peux jouer à PES. C'est nul, mais maintenant. C'est gratuit. Mais c'est gratuit. Voilà. Donc voilà, oui. Donc bon, je pense qu'à part cette émission, on va partir. Vous avez une corde, un tabouret. Je pense qu'on va partir se prendre malheureusement. Mais bon, on aime le football et on espère que ce sera pas aussi horrible qu'on le prétend malheureusement pour les années à suivre en Ligue des Champions et dans le football européen notamment. On le verra de toute façon pour cet hiver, la Coupe du Monde au Qatar. On va voir si c'est vraiment aussi horrible que ce qui nous attend. C'est donc terminé pour ce débat. On va passer au match à voir du week-end. C'est parti. Les matchs à voir du week-end, et on commence avec toi Samy, duel au sommet en première ligue, un petit point sépare Manchester City et Liverpool au classement. Ce match a quand même l'air d'une finale avant l'heure pour la première ligue cette saison. Ouais, Manchester City 73, Liverpool 112, et dire qu'il y a 2 mois ils étaient à 12 points de retard Liverpool, donc ils ont très bien rattrapé leur retard, d'autant plus que City a perdu contre Tottenham, le match à pas perdre. Et ouais, c'est une finale avant l'heure, si je peux le dire, parce que là, il reste quoi? Il reste 8 matchs. Ouais, il reste 6 ou 7 journées. Ouais, pour moi, il en reste 7, ouais. Franchement, déjà, celui qui va gagner, déjà, ce match-là aura pris une très très grosse option pour le titre de champion d'Angleterre. Ouais, il reste 8 journées en Première Ligue. Donc, un ascendant psychologique quand même. Ouais, c'est certain. Donc, ouais, Tottenham qui aime bien faire chier City. Hein. C'est sur Ligue des Champions en première ligue. Je dirais avantage plus Liverpool. Avantage plus Liverpool, mais qui sont montrés un peu moins impressionnants que City en Ligue des Champions. Après, ils n'avaient pas le même adversaire qui. C'est voilà, ça aussi, c'est que parfois tu te dis ah tiens regarde City, Liverpool a réussi à battre je ne sais qui, tiens. J'aimerais bien Crystal Palace, mais ils viennent de battre Arsenal, donc c'est pas évidident. Merci de remettre le couteau. Grand Patrick Vieira, hein, heureusement que qu'il est passé par Arsenal. Mais non, vraiment. Mais c'est bien, au moins t'as un peu de suspense. Hein. Ouais, c'est vrai, il est en suspense pour la première place en. J'espère juste qu'on va pas se faire chier à 1-0-0. Hein.
Oui, parce que c'est vrai que les grosses affiches de Première Ligue ces dernières années C'est pour ça que je dis ça. ont l'habitude d'accoucher d'une souris pour ces affiches-là. Finalement, Aurélien, tu parlais de suspense, et il y a de la suspense notamment en Bundesliga pour la Ligue des Champions, puisque ce week-end il y a le Rasenball Leipzig contre Hoffenheim. Hoffenheim qui est 6ème à 4 petits points de son adversaire de ce week-end de Leipzig, et Hoffenheim qui pourrait encore espérer de revenir en Ligue des Champions après au moins une quinzaine d'années sans être arrivé en Ligue des Champions. Depuis 2018-2019. Ah, il était en Ligue des Champions Dans pour moi. de City. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà, donc ça fait pas si longtemps que ça. Allez, 4 ans c'est long. Quand même. 4 ans, c'est Non, mais c'est bien, moi je t'ai proposé une continuité par rapport à la semaine dernière avec Dortmund-Leipzig, où j'avais dit que il fallait pas que Dortmund se foire et que ils se sont foirés bien comme il faut. Mais alors, j'ai été étonné d'ailleurs de voir Haaland titulaire alors qu'on nous a fait chier avec sa cheville toute la semaine. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc oui, tu l'as bien dit, hein, parce que comment Hoffenheim est quand même à 4 points de Leipzig, surtout que la semaine dernière ils ont perdu contre Bochum. Et tu vois, je n'ai pas mon classement assez loin. Je sais pas où il est Bochum. Je sais pas où est Bochum, mais je crois que c'est pas joli. Et résultat des courses, quand même, Hoffenheim peut même se faire peur à sortir des places qualificatives pour une Coupe d'Europe. Bochum qui est 11e. Pas si loin que ça, tiens. Je pensais plus proche du 14e, 15e. Mais bon, on se trompe. Mais voilà, Hoffenheim, ils ont plus que 3 points d'avance sur l'Union Berlin. Alors, ils ont de la chance. L'Union Berlin, ils ont une différence de but négatif, ce qui est assez fou quand même pour un 7e. Mais bon, ils marquent pas beaucoup, ils encaissent pas beaucoup de buts aussi, donc c'est ce qui se passe. En plus, Leipzig, c'est vrai que Leipzig peut aussi regarder en haut. Aller choper la 3e place, parce que Fribourg, qui est à 3 points aussi de Leipzig, je sens qu'ils vont être aussi embêtants, parce que ça joue bien à Fribourg. Je vous invite toujours à regarder un club où l'entraîneur est là quand même depuis plus de 10 ans, malgré... Ce qui est très rare. Ce qui est très rare, surtout que le mec était toujours resté, même malgré les descentes en Division 2. Donc voilà, non, je pense que ça peut être un match intéressant, comme on a vu en Allemagne. La semaine dernière, il y avait eu 5 buts dans le match que j'ai proposé, 5 ou 6 d'ailleurs. Il y a eu 4-2 ou 4-1 4-1, il me semble, pour Leipzig. 4-1, donc 5 buts. On va voir si je fais aussi bien. Oui, avec notamment un magnifique but de Daniel Olmo pour Leipzig contre Dortmund. Il y a du mieux chez Aurélien. On est passé de Genoa Salernitana à. C'est vrai, en plus, tu n'as pas parlé de Serie A cette semaine, à part dans tes news. Enfin, Serie A, mais tu as parlé d'Italie, c'est vrai, tu t'améliores. Il y a du mieux. D'un côté, il y avait la Ligue des Champions, il n'y a plus d'équipe italienne. C'est vrai, salut la Juve. Selon la Juve. Donc c'est terminé pour les matchs à l'heure du week-end. On va terminer par le quiz. C'est parti. Le quiz donc, après une semaine, même 2 semaines du coup, une semaine de pause, vu qu'il n'y en a pas eu la semaine dernière de quiz, on n'avait pas eu le temps. C'est l'heure de retrouver nos gladiateurs dans l'arène. C'est donc un qui suis-je. Un qui suis-je, 3 joueurs qu'il va falloir deviner via une description. C'est parti. Je suis né le 27 juillet 1979 au Puy-en-Velay. Je dois mon prénom à un acteur américano-bahaméen. Bahaméen, pardon. D'accord. Américano quoi? Bahaméen. Ok. Des Bahamas. Ok. Ouais. Dont mon père est fan. L'année de mon bac, Nantes me propose une semaine d'essai. J'y vais sans grande motivation, préférant me concentrer sur mon examen. Ok. Un bac S quand même. Bravo à lui. Je veux devenir kiné. Ah, ça Ok. me parle. Ouais. L'appel du ballon rond va pourtant me pousser à me concentrer exclusivement sur le football. Non sans mal, je signe dans les équipes de jeunes d'un grand club français. D'accord, Grégory Coupet. C'est non. Ah merde. Je finis ma phrase et puis après tu... Fais Aurélien. attention, parce que je crois que tu mets les feuilles sur le micro quand même. Merde. Excusez-moi. Coupé, c'est pas mal à Saint-Etienne. Non Grand sans club mal, français, monsieur. je signe dans les équipes de jeunes d'un grand club français. Je remporte le championnat de France des centres de formation et je marque 83 buts en 3 saisons avec l'équipe réserve. Ah oui, d'accord. C'est... Mais t'as Pas pas, Grégory Coupet. mais t'as pas dit le grand club français, c'était qui? J'ai pas dit. Sinon ça aurait... 79. J'aurais donné un gros indice. Brian Bergugno. Non. Ah, dommage. Je vais laisser Samy proposer quelque chose. Génération 79, à part Thierry Henry. C'est vrai que c'est la même génération, effectivement. On propose quelque chose, sinon après je Ah, retire mais ma si, je crois que je l'ai. Trois. Guy Varche. Non. Sidney Govou. Sidney Govou, bien joué.
J'ai fait mes débuts face à la JA en plus. voilà. Vous en 2000. marqué un Voilà, doublé tout contre s'accélère. Bayern. Je me fais connaître au niveau européen grâce à un doublé face au Bayern. Munich en 2001. Voilà, tout ça. Sidney Govou, 1-0 pour Aurélien. Ouverture du score. Ouverture du score. Deuxième joueur, je suis né le 31 octobre 1983 à Cognac. Cognac. Je commence le football à l'AL Saint-Brice en tant que numéro 10. À 13 ans, je suis pisté par le plus gros club de ma région, mais mes parents m'estiment trop jeune, donc ce sera pas pour cette fois. Mais non. Et non. J'y vais quand même 2 ans plus tard parce qu'il faut pas déconner. Mais mon entraîneur estime que je ne suis pas assez méchant pour m'imposer. C'est vrai que quand tu vois, il a l'air trop sympa. C'est vrai que j'ai vraiment l'air trop sympa. J'ai fait mes débuts en Ligue 2 en 2005. Ribéry. Non. Non, Cognac, non. Propose quelque chose. C'est évident. C'est non. En 2006, je remporte le championnat national. Durant ces 3 saisons, je joue en tant que milieu défensif. Toulalan. Ouais, En on 2006, quand même, monsieur. Ouais. Ah oui. De... Jérémy Mathieu. Non. En 2006, je vais un peu plus au nord, et plus précisément en Bretagne, et je vais finalement jouer arrière droit. Ah si, j'allais. Christophe Jallet. Bien joué, Aurélien. 2-0 en 2009, je vais dans la capitale où je vais peu à peu m'imposer malgré la quantité de stars qui vont arriver. Je suis Christophe Jallet, c'est vrai qu'il a l'air super sympa quand même. C'est un bon joueur. En fait. Donc 2-0, c'est terminé, Samy. Mais bon, tu peux sauver l'honneur pour le 3e joueur. Je suis né le 26 juillet 1985 à Toulouse. Mais je commence le football à l'AS Herzoise, où mon père est éducateur. Pourquoi pas. Droitier de nature, on m'oblige à utiliser au maximum mon pied gauche. Repéré Donc ce n'est pas Moussa Sissoko. par plusieurs gros clubs, je décide d'aller à Cannes, où je rencontre Julien Faubert. En 2003, je vais loin, très loin. Je vais outre-Manche, à Londres. Gaël Clichy. Gaël Clichy. Bien joué, Samy, pour ce dernier joueur. C'était Gaël Clichy, donc finalement Aurélien qui remporte la victoire, mais bon, c'est Samy quand même qui a sauvé l'honneur. En trouvant Gaël Clichy pour le troisième joueur, la troisième. J'aurais pas eu en plus avec Clichy. Eh oui, Gaël Clichy. Donc c'était pour des internationaux français. Le petit quiz internationaux français. Petits internationaux français quand même. Petit, c'est vrai. Parce que, ah non, quoique Govou quand même il a eu. Oui, mais Govou, sinon, quand même, Jallet, Clichy, ça doit pas. À eux deux, ils doivent pas avoir 30 sélections. C'est vrai. Mais bon, Christophe Jallet quand même. Christophe Jallet, très solide de Ligue. beau but contre la Biélorussie, hein, il a marqué ce que. C'est son fait d'armes. C'est son faire d'âme, c'était pas fait exprès, mais c'était super. C'est donc terminé pour cette émission. Merci Aurélien et Samy de m'avoir aidé et d'avoir été mes chroniqueurs. Attends, je perds mes mots. D'avoir été mes chroniqueurs de cette émission. Merci à Agathe en régie de nous avoir aidé, de nous avoir réalisé. Merci à vous de nous suivre sur YouTube et Spotify. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission d'En Première Attention. Bon week-end à tous. Second poteau Pavard.